Le personnel de Renault Vilvoorde en Belgique vote la reprise du travail. Le gouvernement réuni dans le Gers lance 80 mesures concernant l'aménagement du territoire. L'affaire des écoutes, Gilles Ménage décide de s'affranchir de lui-même du secret défense. Cet ancien proche collaborateur de François Mitterrand s'explique dans notre journal. Grande première en Allemagne, l'Iran directement mis en cause par un tribunal après l'assassinat de 4 opposants kurdes. Les 15 décident de rappeler leurs ambassadeurs en poste à Téhéran. Les basketteuses de Bourges sacrées championnes d'Europe tout à l'heure. Et puis en fin de journal, nous retrouverons Josiane Balasco et Christophe Lambert, les deux héros du dernier film de Claude Zidi, Arlette. Madame, Monsieur, bonsoir. En Belgique, une majorité du personnel de Renault Vilvoorde a donc voté en fin de matinée la reprise du travail. 69% très précisément. La production devrait reprendre dès lundi, mais dans l'esprit des syndicats, il s'agit d'une reprise sous conditions. Sur place, Phoebe Serias, Dominique Merlin. Ils ont recueilli plus de 2700 bulletins de vote sur un total de 3100 salariés. En milieu de journée, les urnes livrent leur verdict, la grève prend fin, les 2 tiers des votants en ont décidé ainsi. Le conflit a duré 6 semaines, il aura fallu un référendum pour en sortir. Maintenant on veut montrer que nous on est des travailleurs, des gars qui savent faire les voitures, et c'est possible que pour l'avenir on a une chance d'être repris par quelqu'un. Dans l'usine, on a déjà commencé à préparer le matériel avant la reprise du travail. Pourtant, tous ici savent bien que la direction ne reviendra pas sur sa décision, l'usine fermera. Et aucun plan social n'a été négocié pour l'instant. Le moral n'y est plus. Vous imaginez, on va recommencer lundi. Dans quelle ambiance? Même les gens qui viennent voter ici pour la reprise du travail, ils ne sont même pas au courant. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'il n'y a rien sur la table. Ils s'imaginent encore toujours le grand rêve, quoi, franchement. Cet après-midi, les plus combatifs sont allés manifester devant l'usine Volkswagen. Certains d'entre eux sont prêts à désobéir aux consignes syndicales. On ne va pas travailler, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire, mais on trouvera une solution pour que l'usine ne tourne pas lundi. Ça, c'est garanti. Dernier rempart, symbolique et dérisoire. Devant le parking où sont garés plus de 5000 Renault, un mur de briques bloque les portes d'entrée. Ces voitures-là, ils comptent bien ne pas les rendre à la direction, même après la fin de la grève. C'est leur trésor de guerre qu'ils ne lâcheront qu'après avoir obtenu un plan social. À la compagnie TATR Liberté, le personnel navigant a voté aujourd'hui la reconduction de la grève entamée hier midi, et cela pour une durée illimitée. Quand la France du 3e millénaire s'esquisse au pays de l'Armagnac, Alain Juppé a présidé aujourd'hui à Auch, dans le Gers, le CADT, le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire. L'occasion pour le Premier ministre d'annoncer 80 mesures en faveur de l'aménagement du territoire. Sur place, Carole Comon, Alain Dubas. Auch et ses 25 000 habitants n'avaient jamais vu ça. C'est bien la préfecture du Gers, un département essentiellement rural, que le Premier ministre a choisi de transformer en capitale d'un jour de l'aménagement du territoire. La quasi-totalité du gouvernement s'est donc retrouvée autour d'Alain Juppé pour ce comité interministériel chargé d'entériner un texte volumineux, une vision de la France à l'horizon 2015. Un schéma national dont le Premier ministre a d'abord voulu préciser la philosophie. Je crois qu'une des innovations du schéma, c'est qu'il s'appuie véritablement sur la concertation, la discussion, le dialogue, qui n'est plus en quelque sorte parachuté de Paris, mais qu'il résulte vraiment d'une concertation décentralisée qui va se poursuivre. 2 heures de réunion pour 80 mesures. Un programme d'action pour le monde rural, un fonds d'aide pour les PME ou encore la délocalisation en province de plus de 3000 emplois publics. 80 mesures et un rendez-vous à la fin de l'année lorsque le texte sera soumis au Parlement. En fin d'après-midi, tous les ministres ont quitté le Gers sans croiser les quelques 3000 manifestants venus de toute la région pour rappeler leur hostilité à la politique gouvernementale. Auch et ses 25 000 habitants n'avaient jamais vu ça non plus. L'affaire des écoutes de l'Élysée, dernier épisode en date, l'annonce par l'une des personnes en cause, Gilles Ménage, alors directeur de cabinet de François Mitterrand, de son intention de s'affranchir lui-même du secret défense, et cela pour répondre aux questions du juge d'instruction. Une initiative critiquée implicitement ce matin à Auch par Alain Juppé. La seule personne qui peut décider du secret défense, c'est le Premier ministre. Tel ou tel particulier. J'ai fixé là-dessus
une ligne de conduite très précise en ce qui concerne les écoutes téléphoniques. Tout ce qui a suivi les procédures légales et normales peut relever du secret défense. Ce qui sort de la légalité n'est évidemment pas dans le champ du secret défense. Et l'instance indépendante qui est présidée par M. Boucher mènera à faire le tri entre les deux. Donc je pense que là, le gouvernement a clairement fixé la ligne. L'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand a été mis en examen il y a quelques mois dans cette affaire. Pressé de questions par le juge d'instruction, il a donc annoncé hier sa décision de s'affranchir du secret défense. Benoît Duquesne a rencontré Gilles Ménage. Je vous propose de prendre connaissance de cet entretien avec un affranchi. Gilles Ménage a passé 11 ans au service de François Mitterrand, d'abord comme conseiller, puis comme directeur de cabinet. Depuis 4 ans, il est mis en examen dans l'affaire des écoutes de l'Élysée et depuis ce matin, il parle. Pour dire qu'il ne s'estime plus lié par le secret défense dans cette affaire, que sa mise en examen, l'intervention d'Alain Juppé et l'enquête confiée à la commission de contrôle des écoutes de Paul Boucher l'ont convaincu de se défendre. La justice ne reconnaît pas le secret défense. Donc partant de là, si moi j'avais été voir le juge en disant, à la demande du gouvernement, j'oppose le secret défense, et que le juge m'ait dit, mais monsieur, très bien, retournez chez vous, il n'y a aucun problème, il n'y aurait pas de difficulté. Mais que m'a dit le juge? Il m'a dit, vous opposez le secret défense, je vous mets en examen. Partant de là, comment je peux exercer ma défense? Ça veut dire que vous allez mettre en cause des gens qui jusqu'à présent n'ont pas été cités. Je ne vais mettre en cause personne, je veux simplement que l'on m'explique pourquoi jusqu'à présent, dans une chaîne de décision qui comprend 8 échelons, on a pris les 3 premiers de l'Élysée pour les mettre en examen et on a mis de côté les 5 autres. Je ne vois pas pourquoi l'inspecteur de police qui travaillait auprès de M. Proutot est mis en examen et pourquoi le ministre ou le directeur de cabinet qui a signé la décision n'est pas mis en examen. Alors à quel ministre vous pensez? Je ne pense pas à un ministre, pas en particulier. Simplement il se trouve que toutes les demandes d'écoute téléphonique qui étaient présentées par la cellule suivaient un circuit qui était le circuit du GIC. C'est-à-dire qu'elles étaient instruites par le bureau réservé du ministre de la Défense, du cabinet ministre de la Défense, décidées, signées par le ministre de la Défense ou son collaborateur, et ensuite signées par Matignon. Alors pourquoi est-ce que les gens qui proposent doivent rendre des comptes à la justice et ceux qui décident en sont exonérés? Je ne parle pas simplement des ministres, je parle de l'ensemble des fonctionnaires qui ont concouru à la chaîne de décision. Mais ceux qui décident à l'époque, c'est qui? C'est M. Moreau un temps, après c'est M. Rocard? La période de l'instruction, c'est très clair, elle va de 1983 à 1980, à mars 86, donc avant la cohabitation. Elle concerne donc, comme Premier ministre, en tant qu'institution, M. Monroy et M. Fabius, et comme ministre de la Défense, M. Ernu et M. Quilès. Donc vous souhaitez que ces gens-là soient mis en examen à la limite? Je souhaite que les responsabilités, pas simplement des ministres, c'est pas simplement eux, c'est les collaborateurs de tous ceux qui ont participé à la décision, soient mises en évidence. Mais on a quand même dit qu'il y avait on dit maintenant qu'il y avait une espèce de cabinet noir à l'Élysée, que vous le dirigiez, qu'effectivement on écoutait beaucoup de gens et pour des motifs ou des raisons pas forcément avouables. Vous me permettrez d'y répondre le moment venu. Je n'admets pas qu'on dise que François Mitterrand avait constitué un cabinet noir, alors qu'il a annoncé la création de la cellule de l'Élysée, à laquelle je n'ai pas participé, à la télévision française. Quand on apprend que des personnalités comme Carole Bouquet, comme des avocats, comme des journalistes ont été écoutés à un moment donné, comme Jean Dernalier, par la cellule de l'Élysée, est-ce que vous trouvez ça normal, dans une démocratie, que ces gens-là soient écoutés? Attendez, vous dites ont été écoutés par la cellule, on va le voir. Lorsque je serai amené à répondre au fond, on verra exactement ce qui s'est passé. Donc ne prenons pas pour argent comptant ce qui a été écrit. Je ne dis pas que tout ce qui a été écrit est faux. On a vu beaucoup de ces relevés d'écoute. Carole Bouquet, je suis désolé, je n'en ai jamais entendu parler. Et je ne vois aucune raison qui ait justifié qu'on puisse attenter à sa vie privée de cette façon. Est-ce que protéger la sécurité d'un président de la République, ça passe aussi par protéger sa vie privée? Et est-ce que l'appareil de l'État doit s'organiser pour protéger sa vie privée? La protection du président de la République, je me suis déjà exprimé sur ce point, c'est une question difficile. Et le départ entre ce qui est privé et public n'est pas simple. Et ça, je m'en expliquerai longuement le moment venu. Mais vous considérez que ça peut aussi entrer dans les fonctions d'un service de sécurité rapproché du président? Évidemment. Même s'il s'agit de protéger une double vie? Ça, c'est vous qui posez la question comme ça, c'est pas comme ça que j'y répondrai. Demain, Gilles Ménage se rendra dans le cabinet du juge Vallat pour y être entendu sur les écoutes, une violation du secret défense qui peut lui valoir 7 ans de prison et 700 000 francs d'amende.
En marge de cette affaire, une double polémique. Jean-Louis Debré a annoncé son intention de porter plainte après les déclarations du socialiste Jean Glavany qui a affirmé que des policiers de la DST sont passés avant le juge dans le garage de Christian Proutot stocker ses documents et cela pour les expurger. Pour le ministre de l'Intérieur, cette allégation est gravement diffamatoire. Jean Glavany qui met au défi Valéry Giscard d'Estaing en confirmant que des écoutes avaient bel et bien été pratiquées sous le septennat de l'ancien président. Nouveau démenti formel ce soir de Valéry Giscard d'Estaing. Alain Juppé écarte toute idée de législative anticipée. Dans une interview accordée au Figaro Magazine, le Premier ministre répond à une question sur le télescopage entre les élections prévues en mars et le grand débat sur la mise en place de l'euro. Je sais que cet argument est à la mode, répond Alain Juppé, mais le calendrier est ce qu'il est. L'enquête sur la disparition à Agen de la petite Marion, dont on est sans nouvelles depuis maintenant près de 5 mois. Les enquêteurs ont fouillé aujourd'hui des carrières près de Bergerac en Dordogne, et cela en compagnie d'un suspect. Des recherches qui n'ont, semble-t-il, rien donné. Le Point, Éric Perrin, Agnès Varamian. Il faut parcourir 400 mètres dans les bois pour arriver jusqu'ici. Dans cette ancienne carrière fouillée aujourd'hui, les policiers n'ont rien trouvé. C'est l'audition il y a quelques semaines d'un homme mis en examen en décembre pour viol qui les a menés à cet endroit. Lui n'a rien dit, mais une enquête de voisinage indique qu'il fréquentait les carrières des environs. Surtout, cet homme refuse de donner son emploi du temps du 14 novembre dernier, jour de la disparition de Marion. Et pour les policiers, il pouvait être, mais comme d'autres suspects, à Agen ce jour-là. C'est pas la première investigation qui est restée, je dirais, négative, donc on attend jusqu'à la dernière minute très sereinement, hein, on ne s'affole pas. La police vérifie mais n'a pas d'indices matériels. Et pour les parents, l'attente depuis 5 mois est interminable. Hier, c'est Bernadette et Jacques Chirac qui réconfortaient le couple, 1h30 à l'Élysée pour faire part de leur douleur, de leur espoir. La vie s'est arrêtée au 14 novembre, maintenant on regarde en face, on se dit bon Marion, elle est au bout. Ce qui compte, c'est de la retrouver au plus vite. On vit un véritable cauchemar et il faut que ça arrête. Il faut que Marion soit à la maison le plus rapidement possible. 200 pistes déjà vérifiées, 40 coups de téléphone par jour à la police. Les fouilles dans les carrières succèdent aux recherches le long des rivières. Aujourd'hui, 10 personnes incarcérées ou libres mais déjà condamnées pour viol font l'objet d'une enquête minutieuse. Le but, savoir si, oui ou non, elles ont croisé la route de Marion le 14 novembre dernier. On vient seulement de l'apprendre, une information judiciaire pour non-assistance à personne en danger a été ouverte en février à Valence, et cela à la suite du décès de 2 femmes qui avaient fréquenté la communauté Horus, une communauté implantée dans la Drôme et classée parmi les sectes par un rapport parlementaire. C'est une grande première en Occident. L'Iran a été directement mis en cause par un tribunal à Berlin dans l'assassinat de 4 opposants kurdes il y a 5 ans. L'organisateur de cet attentat, considéré comme un agent des services secrets iraniens, a été condamné à la prison à perpétuité et le tribunal a clairement dénoncé la responsabilité des autorités de Téhéran. Jérôme Catala. Le jugement du tribunal de Berlin a été accueilli avec joie par les différents groupes d'opposition au régime islamique iranien. C'est la première fois, en effet, que Téhéran est ainsi clairement désigné comme responsable de l'élimination physique d'opposants. C'était en septembre 1992, dans ce restaurant berlinois. 4 hommes du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran étaient assassinés à l'arme automatique. Leurs meurtriers ont été condamnés ce matin à des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité, mais la justice allemande a surtout démontré que l'assassinat avait été organisé par le ministre iranien des renseignements, Ali Falayan, et décidé par le président et le guide spirituel d'Iran. Le tribunal a parlé d'un système criminel, d'un terrorisme d'État et d'un ordre d'élimination donné par un État. Conséquence au plan diplomatique, l'Iran vient d'expulser des diplomates allemands de Téhéran et rappelle son ambassadeur. L'Allemagne, elle, a décidé de ne plus participer au dialogue critique avec l'Iran organisé par l'Europe. Quant aux services de renseignement, ils craignent pour les ressortissants allemands installés en Iran. Ils n'écartent pas non plus l'éventualité d'actions terroristes contre des intérêts allemands. Les 15 qui ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs en poste à Téhéran et de suspendre le dialogue critique avec l'Iran. Situation de plus en plus délicate pour le président Zaïroua Mobutu. Les forces rebelles ont en effet pris le contrôle de Lubumbashi, la 2e ville du pays, la capitale de la riche province minière du Chaba. D'autre part, la pression internationale s'accentue pour exiger le départ du maréchal Mobutu, sur le point de devenir une créature de l'histoire, selon le porte-parole de la Maison-Blanche. Le Point, Éric Meunier.
Les troupes régulières zaïroises n'auront résisté que quelques heures. Voici les premières images de Lubumbashi tombées hier aux mains des forces de Laurent Désiré Kabila. Cet après-midi à 13 h, ils se sont rendus maîtres de l'aéroport et contrôlent donc tout entière la deuxième ville du pays. Laissant la place aux pillards, la plupart des soldats zaïrois ont fui dans la brousse, débarrassés de leurs uniformes. La résidence de Mobutu dans la ville a été mise à sac. Partout, les forces de Kabila gagnent du terrain, et souvent sans même avoir à livrer bataille. Dans ce village du sud du pays, à la frontière zambienne, le drapeau blanc a été hissé. Les soldats des forces armées zaïroises attendent, prêts à rendre les armes. La population civile s'apprête à fêter ses vaincus. Ce que nous allons faire, on ne va pas faire la guerre à la population. On est là pour protéger cette population. Bon, s'il y a un changement, nous acceptons ce changement. Dans la capitale, Kinshasa, aux nouvelles du front s'ajoutent des tentatives d'explication de la confusion politique qui règne dans le pays. Hier, le tout nouveau Premier ministre Étienne Tshisekedi, opposant historique à Mobutu, a été arrêté, relâché, puis destitué. À sa place, ce militaire, le général Likulia Bolongo, qu'on dit modéré. Mais personne ne connaît les intentions de cet homme à qui Mobutu vient de confier tout à la fois son avenir personnel et celui de son pays. Monsieur le Président. À l'issue d'un long tête-à-tête hier soir à Bonn, Jacques Chirac et Helmut Kohl ont souligné leur entière détermination à mettre en œuvre l'euro, la monnaie unique européenne, à la date prévue, c'est-à-dire le 1er janvier 1999. Dernier préparatif avant l'envoi d'une force multinationale en Albanie, un contingent fort de 6 000 hommes. 6 pays sont impliqués dans cette mission, dont la France, qui va envoyer sur place 1 millier de soldats. Un premier contingent est prêt à partir de Toulon, dès que les Italiens donneront le feu vert. Reportage Yannick Aroussi, Didier Leduc. Échoue, Roland, William. Ils sont 400 à embarquer à bord de l'Orage, destination Durrës, Albanie. La tête de pont du contingent français, essentiellement composé de la 9e division d'infanterie de marine de Nantes. Leur mission sur place, protéger les convois humanitaires. Ma mission concrètement est d'assurer la sécurité de la plateforme portuaire de Durrës, en Albanie. Cette plateforme devrait recevoir de l'aide humanitaire, de garantir ensuite son acheminement vers des dépôts de stockage, dont j'assurerai également la protection. Avec eux, une centaine de véhicules blindés chars AMX-10 en tête. La force multinationale ne pourra faire usage des armes qu'en cas de légitime défense. L'état-major craint essentiellement les bandes de pillards. Les soldats partent un peu dans l'inconnu. La situation en Albanie est très confuse. On a quelques bruits qui nous disent comment ça se passe là-bas et bon, on ne s'inquiète pas, ça va, c'est pas... Aucun détail pour l'instant. Oui, mais bon, le moral est bon. L'Orage appareillera demain matin. Bientôt, 2 autres navires quitteront la France avec 600 soldats. La force multinationale comptera 5 à 6 000 hommes. Elle est placée sous commandement italien. En France, la grève du livre CGT a empêché aujourd'hui la parution d'une cinquantaine de quotidiens nationaux et provinciaux sur les 75 édités en France. Reportage Thibaut de Barberac, Jean-Louis Boussert. Les journalistes du Monde n'auront pas travaillé pour rien. Le quotidien du soir a paru aujourd'hui, mais sur Internet. À la rédaction, on se défend pourtant d'être des briseurs de grève. C'est pas en tout cas dans cet état d'esprit qu'on le fait, puisque, disons pour preuve que nous travaillons déjà avec le livre sur les développements multimédia, sur certains des aspects des développements multimédia. Je pense que ce n'est pas tout à fait le même propos aujourd'hui. Dans les ateliers du journal, les rotatifs sont restés muets. La situation ne peut et ne doit perdurer. Les ouvriers du livre n'étaient pas loin, mais aujourd'hui, ils discutaient de leur avenir. Un avenir qu'ils voient sombre. La presse écrite souffre, les aides publiques diminuent. Les ouvriers craignent d'être sacrifiés sur l'autel de la modernisation. Dans les rues de Paris, 1500 de leurs collègues manifestaient pour réclamer l'ouverture de négociations avec le patronat et le gouvernement. La revendication exacte, c'est de revenir sur les plans sociaux tels qu'ils sont établis aujourd'hui, avec effectivement des plans de pré-retraite à 55 ans, la reconnaissance de qualifications, mais également une refonte totale des aides publiques à la presse. Demain, à côté des journaux étrangers et des magazines, les quotidiens français seront de nouveau disponibles dans les kiosques. Mais les ouvriers du livre brandissent déjà la menace d'une nouvelle journée de grève.
Météo France prévoit une absence quasi totale de pluie au cours des 6 prochains jours, et cela sur l'ensemble du territoire français. C'est donc tout le pays qui est touché par ce début de sécheresse. En Île-de-France et dans le centre, des arrêtés préfectoraux vont très prochainement limiter l'irrigation des cultures, notamment dans la Beauce. Reportage Mathieu Huchet, Luc Bachofen. 11 h du matin et déjà plus de 20 degrés. Jean-Marie met en place ses tuyaux pour arroser ses cultures. Comme l'année dernière, il doit dès le début du mois d'avril irriguer son blé pour faire face à une sécheresse très précoce. On n'arrose d'ailleurs pas par plaisir nos céréales. Si on pouvait s'en passer, je crois que ce serait une bonne chose. Mais on essaie de préserver avant tout notre revenu. On arrose pour pallier au plus pressé, en espérant toujours une pluie bienfaisante. Et il n'est pas le seul. En Beauce, voilà déjà plusieurs années que les agriculteurs se sont équipés en pompes et rampes d'arrosage, puisant dans la nappe phréatique en sous-sol. Une nappe estimée à environ 20 milliards de mètres cubes d'eau. Les bonnes années, la pluie en apporte 1 milliard, de quoi faire face à une consommation évaluée elle aussi à 1 milliard de mètres cubes. Mais les années de sécheresse, la balance devient déficitaire et la nappe se vide. Gilles travaille pour le ministère de l'Environnement. Sur le terrain, il vient régulièrement faire des relevés pour sonder la nappe et alerter les autorités. On se situe à 2 mètres en dessous du niveau de 76 et environ à 1 mètre au-dessus des plus basses eaux connues sur ce site, qui est un point quand même représentatif au centre de la nappe de Beauce. Pour préserver la nappe, l'irrigation va donc être réglementée et limitée jusqu'à l'été dans 6 départements. Mais pour les experts, au-delà des mesures d'urgence, il est grand temps de responsabiliser les agriculteurs et les élus pour préserver une ressource de plus en plus rare. Amertume mais aussi colère pour les sinistrés de la ville d'Auboué en Meurthe-et-Moselle qui ont manifesté cet après-midi devant la sous-préfecture de Briey. Ils s'estiment être totalement oubliés par les pouvoirs publics. Ces habitants affrontent des problèmes sans fin, notamment financiers, devant leurs maisons fissurées. Tout cela parce que lorsqu'ils ont acheté leur résidence, une clause excluait la responsabilité de Lorine, une filiale d'Usinor Sassilor, en cas d'affaissement minier. 54 communes du département réclament un plan d'urgence. La grève des internes, selon le ministère des Affaires sociales, le mouvement touche 17 CHU sur 26 contre 21 hier. Une nouvelle réunion de travail est prévue avec les conseillers de Jacques Barrot demain matin, après 6 heures de discussion cette nuit. Une discussion qui a abouti à une petite avancée. Pour maintenir la pression, les internes continuent d'organiser des actions coup de poing qui parfois ne se terminent pas très bien, notamment à Marseille. Pascal Golomer. On est quand même des gens responsables. Si on durcit du Vieux-Port à Notre-Dame-de-la-Garde, plutôt qu'une marche, les internes de Marseille ont préféré parler hier de procession, en silence, pour manifester leur repentir, pour demander pardon après leur action de la veille. Une action commando, une demi-heure tout au plus. 300 internes ont forcé les portes d'un centre de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sans aucune opposition des forces de l'ordre. Une demi-heure pour tout barbouiller, du sol au plafond. Et puis la troupe est repartie tranquillement, sans être inquiétée. 2 jours plus tard, l'heure est à l'évaluation du montant des dégâts. Le directeur de la caisse compte bien poursuivre les responsables en justice. En tout cas, ce sont les assurés sociaux qui sont les premiers touchés. Le bureau de paiement est pour l'instant fermé. Le centre fait en gros 4000 dossiers par jour. Il va être bloqué pendant plusieurs jours, donc un retard, plus des dégâts aux dossiers qui étaient là le jour fatidique et qui vont être très difficiles ensuite à liquider. Beaucoup d'internes ont exprimé depuis leurs regrets. Des internes qui, à Marseille, ont voté aujourd'hui la poursuite de la grève. Nouvel espoir dans la lutte contre le sida. Des chercheurs suisses et britanniques ont en effet mis au point une nouvelle protéine qui empêche le virus HIV de pénétrer dans les cellules, alors que les médicaments utilisés jusqu'à présent se contentent de bloquer la reproduction du virus dans les cellules. Enquête Étienne Hénart, Françoise Vallée. Depuis longtemps, les chercheurs se posent la question. Comment le sida arrive-t-il à pénétrer dans les cellules pour se reproduire? Ils savent que pour entrer dans les cellules, le virus a besoin de portes. Ils ont d'abord identifié l'une de ces portes, appelée CD4. Récemment, derrière le CD4, ils ont découvert une deuxième porte, la CCR5. Et ils se sont rendus compte que des protéines appelées chimiokines pouvaient empêcher le virus d'entrer. D'où l'idée d'utiliser ces chimiokines pour verrouiller la porte.
Le problème avec la chimiokine, c'est qu'une utilisation en trop forte dose provoque des effets secondaires, notamment des problèmes inflammatoires. Et le produit que nous avons développé permet précisément d'éliminer ces effets, tout en empêchant le virus HIV d'infecter les cellules. La protéine, mise au point par les chercheurs anglais et suisses, ouvre de nouvelles perspectives de recherche dans le traitement du sida. C'est une étape importante dans la recherche. On agissait assez tard dans la cellule lorsque le virus était entré. Là, on agit précocement au moment où le virus cherche à entrer dans la cellule et donc c'est une voie de recherche majeure. Mais pour l'instant, cette nouvelle protéine qui permet de bloquer l'entrée du virus dans les cellules n'a été expérimentée qu'en laboratoire. Le chemin est encore long avant de voir apparaître de nouvelles thérapies. Un immense nuage magnétique provoqué par une violente éruption solaire fonce actuellement à travers l'espace à plus de 1000 km/s. Ce plasma, 1 million de tonnes de particules ionisées, devrait frôler entre guillemets la Terre sans danger pour les êtres humains, mais en entraînant probablement des perturbations dans les télécommunications. D'autre part, les scientifiques qui examinent actuellement les photos transmises par la sonde Galileo déclarent avoir bon espoir de découvrir des traces de vie sur Europa, l'un des 4 principaux satellites de Jupiter. Patrice Pelé. Baignant dans le bruit de fond du système solaire, voici Jupiter, la plus grosse des planètes, 1338 fois le volume de la Terre. Jupiter est l'un de ses 16 satellites, Europa. Europa a la surface striée de larges fissures qui labourent la glace sur des milliers de kilomètres. C'est dans cette masse griffée que l'œil électronique de la sonde Galileo a découvert une chose surprenante. Ici, ces points blancs, des icebergs qui se déplacent en surface. D'après les scientifiques, ils flotteraient soit sur de l'eau à l'état liquide, soit sur de la glace fondante. De l'eau, alors pourquoi pas la vie? Selon les experts américains en Californie, les conditions sont réunies pour que la vie existe. De l'eau, mais aussi un rayonnement énergétique important, accompagné d'une organisation chimique. Ces images ont été prises à seulement 586 km d'altitude. La sonde Galileo a presque touché Europa, qui sera encore survolée 8 fois. 8 chances supplémentaires pour confirmer la vie. Il y aurait des traces de vie sur Bourges. Je plaisante bien sûr et je m'empresse de féliciter les filles de Bourges, la ville, qui ont brillamment remporté tout à l'heure le titre de championne d'Europe de basketball en battant les Allemandes, tenantes du titre. Laurent Frédéric Bollet. Au bonheur des dames et honneur à Bourges. Voici enfin la victoire après laquelle le basket féminin français courait depuis au moins 20 ans, depuis que Clermont avait échoué en finale. Bourges a donc enfin réalisé cet exploit. L'équipe et les filles sont championnes d'Europe. Face à, il est vrai, une pâle équipe allemande de Wuppertal, les Berruyères ont réalisé un match solide. Le score final est sans appel, 71-52, 19 points d'écart pour un premier sacre international, acquis en Grèce, devant un grand nombre de supporters qui avaient fait le déplacement. Les Allemandes étaient pourtant tenantes du titre, mais l'adresse était du côté de Bourges, et le banc de Wuppertal l'avait très vite compris. Les héroïnes ont pour nom Souvray, Santaniello, Melin, Kobokova, Fijatowski. C'est leur victoire, c'est leur printemps de Bourges. Les chasseurs se frottent les mains et les défenseurs de la nature sont au contraire consternés. Selon les responsables de l'Office national des forêts, il y a trop de biches ou de cerfs en forêt de Compiègne et il va falloir relever les quotas de chasse. Une décision qui provoque une vive polémique. Reportage José Blanc-Lapierre, Daniel Lévy. Ne pas bouger, attendre. C'est la mission de ce garde de l'ONF. Un peu de patience, ils finissent toujours par montrer le bout du museau. Il suffit alors de les compter. J'ai donc noté l'heure d'observation, le type d'animal, donc là c'est une biche-bichette, un faon, l'heure d'apparition et l'heure de disparition. Des cerfs, des biches, combien sont-ils à vivre ici? C'est ce que veulent savoir les forestiers de Compiègne. D'après eux, il y en aurait beaucoup, beaucoup trop. Au moins 1 millier, alors que 500 serait largement suffisant pour l'équilibre du domaine. Parcelle 532. Sur 16 hectares, ces chênes de 10 ans sont détruits à 80%.
Ces jeunes troncs ne résistent pas aux dents du cerf, ni au frottement de ces bois. On voit ici les traces, les lambeaux restants d'écorce. Et le fait d'avoir retiré toute l'écorce empêche la sève de monter, ce qui fait que l'arbre sèche. Et il est fichu. Et il est fichu. Donc on a perdu 10 ans. Pour les forestiers, c'est clair, ces animaux gênent le développement du massif. Il faut en éliminer la moitié. Inacceptable, répond cet écologiste. Pour lui, c'est la gestion même de l'ONF qui est en cause. Exemple, ces parcelles déboisées qui favorisent la prolifération des animaux. Ici, on a tout coupé, tous les arbres qu'il y avait, on a replanté, mais le problème c'est qu'on a créé un garde-manger, c'est-à-dire que là tous les animaux se donnent rendez-vous le soir, et puis c'est une grande fiesta, c'est-à-dire que tout le monde vient se régaler au même endroit, donc on a une concentration d'animaux au même endroit. Quelques heures encore et les résultats du comptage seront connus. Chiffre en main, l'ONF pourra alors proposer son plan de chasse. À partir de là, même les jours de Bambi sont comptés. Comme promis, nous allons retrouver nos deux invités, Josiane Balasco et Christophe Lambert, en direct du théâtre de la Michaudière, où la première susnommée joue tous les soirs. Josiane et Christophe sont les deux héros d'Arlette, le titre du dernier film de Claude Zidi. Arlette au pays des merveilles. Ce film raconte en effet l'histoire d'un prince charmant dans le besoin, chargé par des méchants de Las Vegas de séduire pour l'épouser une riche héritière qui ignore tout de sa fortune. Tout de suite, un extrait de ce film Arlette. Monsieur, bonsoir. J'aurais peut-être dû prendre un truc plus discret, non? Non, pas du tout. C'est super, c'est très rock and roll. Mon père, j'ai jamais connu. Il s'est tiré avant que je naisse. J'ai même pas une photo de lui. Ma mère voulait pas en entendre parler. Elle me disait toujours, il faut se méfier des Américains. Tu te méfies de moi? De toi? Je te regarde. Je me dis, ce type-là est peut-être complètement fou. Peut-être qu'on fait une énorme connerie tous les deux. Mais j'ai envie de la faire. Ah non, là, Franck, je peux plus, j'ai plus faim. Ça se mange sans faim, ça. Soulève. Eh ben, ouvre. Voilà, Josiane Balasco et Christophe Lambert, bonsoir. Bonsoir. Alors Josiane... Attends, regarde là, oui, parce qu'on nous a Voilà, vous regardez là, droit devant vous. Voilà. Alors, Josiane, vous permettez que je vous appelle Josiane, il vous les faut tous. Je suis sûr que vous avez fait ce film uniquement pour embrasser le beau Christophe. Vous avez déjà eu Thierry Lhermitte dans Nuit d'ivresse. C'est dans mon contrat, dans tous mes films, j'emballe le beau mec. Voilà, sinon je ne le fais pas. Ça dit, si je puis me permettre, vous faites un peu tous les râteliers, puisque vous aviez eu Victoria Abril dans Gazon maudit. Oui, ben oui, ça, on varie les plaisirs. Et Oui. C'est à elle de le dire, mais elle a dit que c'était très bien. Vous avez fait combien de prises? Au niveau des baisers, on a d'abord fait beaucoup de répètes. Oui. Et on a 28, 30. Non, c'est parce qu'il fallait savoir qui embrassait le mieux, Victoria Abril ou Christophe Lambert, comme il est un peu susceptible. Et puis j'adore répéter, moi, ce genre de scène. Alassane Fulbert, on vous voit les lombaires. On a vu tout à l'heure votre magnifique robe, là, vous mettez pour aller dîner à Las Vegas. C'est une robe que vous avez dessinée vous-même et j'ai lu dans un magazine que votre fille voulait la mettre pour se marier. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle la mettra, mais enfin elle la garde quand même. Je l'ai imaginé, j'aimais bien l'histoire d'Emma, parce que c'est quand même une serveuse de routier qui se met les mains au cul régulièrement. Et finalement, quand l'occasion lui est donnée d'acheter la robe, de s'offrir la robe de ses rêves, il y a quand même des mains quelque part. Et c'est vraiment vous-même qui l'a... Non, j'ai pensé au décolleté devant, derrière et aux mains. Et après, bien sûr, il y a des professionnels, il y a la costumière, il y a des créateurs de costumes qui l'ont concrétisé et qui l'ont vraiment bien fait. Parce que toute seule, j'aurais été bien incapable de réaliser ça. Alors, une question pour Cricri d'amour. On note même plutôt une évolution vers les rôles de comédie. Vous avez fait Hercule et Sherlock il n'y a pas longtemps. On est loin, très loin, même dans ce film complètement délirant de Highlander ou encore de Mortal Kombat. Oui, non, ce qui d'abord moi m'a fait plaisir, c'est de pouvoir faire un film qui est une comédie, parce qu'effectivement Zidi Balasco dans un film, normalement c'est une comédie, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a aussi beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup de choses affectueuses,
et attachante. Et je pense que c'est une bonne combinaison. D'un côté, les gros effets de Claude Zidi, la comédie à la Josiane Balasco, mais aussi sa tendresse, sa sincérité, son humanité. Et c'est ça qui est formidable dans la combinaison des deux personnages, Claude Zidi et Josiane, parce qu'en fin de compte, ils ont écrit ça ensemble, et ça se voit. Et ça amène un film avec une fraîcheur toute particulière. Merci, je te file l'enveloppe après l'émission. Non, mais c'est pas une question. Il y a pas. Je l'ai déjà eu l'enveloppe. C'est pratiquement un film sur la fracture sociale, l'improbable rencontre entre les riches et les pauvres. Oui, non, sans aller aussi loin que ça. Pour moi, c'est un roman photo. C'est la collection Harlequin avec des gros mots et de l'humour, quoi. C'est ce qu'on rêve. Et puis en plus, ce personnage-là, elle reçoit finalement des cadeaux, n'aurait toutes les femmes. Il lui fait tomber une pluie de roses sur la tête. Bon, elle sort ses poubelles, effectivement, mais elle a quand même une pluie de roses sur la tête. C'est un homme qui sait vivre. Il lui fait un feu d'artifice rien que pour elle avec son nom en lettres de feu. Bon, il lui offre un très gros diamant, même s'il est faux, c'est un très gros diamant. Josiane, est-ce que vous avez donc réalisé entre autres Gazon maudit, je le rappelais tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres projets en tant que réalisatrice dans vos cartons? Dans pas longtemps, d'abord je vais aller jouer, là on entend la sonnerie peut-être, Un grand cri d'amour, et après ça va devenir un film. Cet été ça va devenir un film. Et vous, Christophe Lambert, vous êtes déjà producteur, ça vous tenterait la réalisation? Non, pas du tout, j'ai pas la patience. C'est quand on fait un film, quand on travaille sur un film, que ce soit dans l'écriture, dans la réalisation, ça dure entre 1 an et 1 an et demi. J'ai pas cette patience, pardon. J'aurais cette passion, mais c'est pas pour moi. Et je suis très content. Je suis vraiment quelqu'un qui a envie d'être dirigé. J'ai envie qu'on me prenne en main. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec Claude Zidi et avec Josiane Balasco, qui me disait toujours: tu peux mieux faire et tu vas mieux faire. Et je trouve ça très agréable parce que je suis un acteur comme ça. J'ai besoin qu'on me dirige. Merci beaucoup. Je vous laisse, Josiane Balasco, donc sur la scène de la Michaudière. Vous jouez Un grand cri d'amour avec Richard Berry. Merci. Au revoir. Et bonne chance à Arlette. Merci. Dans quelques minutes, notre magazine envoyé spécial, après le point route de Valérie Maurice et la météo de Sophie Davant. Le dernier journal, présenté par Philippe Lefebvre vers 1h-10. Bon anniversaire à Claude Bolling, à Omar Sharif et à Daniel Bilalian, que vous retrouverez demain à 20h. Je ne vous donne pas son âge, c'est Secret Défense. Excellente soirée, merci. Je vous retrouve dans quelques instants.